j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Voilà, donc désolé aussi du retard, nous avons quelques problèmes techniques. Voilà, je pense qu'il y avait quelques erreurs dans notre live. C'était, voilà, c'est les failles quoi. Les il y avait quelques erreurs dans nos lives, c'est pourquoi il y avait quelques soucis techniques. Néanmoins, nous avons démarré notre premier live. Donc tout d'abord, moi, je m'appelle Bamba Sall, je suis social media manager et je gère tout ce qui est communication chez Tech Afrique. Aujourd'hui, nous avons un plaisir d'accueillir voilà, des high level, des ténors dans le domaine de la technologie. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes en live sur nos différentes plateformes. Donc, n'hésitez pas à suivre nos différents lives et poser vos questions. Donc, tout d'abord, nous sommes ravis d'accueillir Abdoulaye Faye, qui travaille aussi chez Erudui, donc qui travaille en tant que machine learning et en tant que aussi intelligence artificielle sur Galsen AI. Donc c'est vraiment un plaisir de vous accueillir et merci aussi d'avoir répondu à l'invitation, Abdoulaye. Nous avons aussi le plaisir d'avoir Dahaba. Voilà, Dahaba c'est la famille, hein. Donc il travaille en tant que senior UX designer chez Camille, voilà, et il fait beaucoup de choses dans le domaine du tech, notamment aussi dans l'UX design. Donc enfin aussi nous avons notre CEO de Tech Afrique, voilà, Serigne Salou, qui travaille en tant que tech lead aussi chez Tech Afrique et il gère tout ce qui est gestion d'équipe et autres chez Tech Afrique. Voilà, donc sans plus tarder, avant de donner la parole à nos chers intervenants, donc nous avons juste rappelé que le thème d'aujourd'hui, c'est nous allons parler d'IA, donc nous allons parler de l'intelligence artificielle de manière générale, mais ce qui va nous intéresser, c'est les projets sur l'IA et pourquoi il y a toujours des échecs tant sur les produits et autres. Donc, avant de revenir sur le sujet, je vais donner la parole d'abord à Abdoulaye, ensuite à Dahaba et enfin à Saliou pour se présenter et nous dire voilà, qui vous êtes, voilà, ce que vous avez fait pour que les gens puissent vous savoir un peu. Donc, Abdoulaye, vous avez la parole. Bonsoir à tous. Merci Bamba pour l'introduction. Donc, moi, c'est Abdoulaye Faye. Je suis machine learning engineer à Erudit et je suis aussi le co-lead du lab de Galsen AI. Donc, je suis un ingénieur en informatique de formation, mais qui travaille dans le domaine du machine learning depuis 2019. Super. Merci, Abdoulaye. Dahaba. Bonjour à tous, moi c'est Dahaba, je suis product designer chez Camille et donc je suis un peu dans tout ce qui est design, UX, UI et aussi formateur au sein de Camille. Top. Merci, Dahaba. Dahaba, tu as pris ton dîner? Bien sûr, bien sûr. Et on va terminer avec Serigne Salou. Super. Bah, déjà, je vais en profiter pour remercier nos invités, hein, Dahaba et Laïfé de Camille. C'est toujours un plaisir de partager ce genre de discussion-là avec eux. Bah, moi, c'est Saliou. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis ingénieur logiciel de formation. Dans la vie de tous les jours, j'ai beaucoup de casquettes. On va dire aujourd'hui, je vais prendre la casquette de product manager et de tech lead. Voilà, vu qu'on va parler de sujets qui vont concerner ces branches de la tech. Et voilà, c'est un plaisir. Donc, comme vous le savez, à Tech Afrique, nous accompagnons en fait les entreprises, les startups dans le développement de leurs produits logiciels. Et nous espérons qu'à travers cette session-là, vous allez pouvoir en tirer des enseignements sur comment ajouter des fonctionnalités d'intelligence artificielle dans vos produits et comment éviter les pièges qui arrivent souvent. Super. Merci à tous, hein, merci à tous pour vos bonnes présentations. Donc, c'est un plaisir aussi de vous accueillir ici chez Tech Afrique, donc dans le cadre de notre premier épisode de notre webinaire. Donc, pour rappeler juste que le projet, le webinaire, le thème, c'est sur les projets d'IA. Pourquoi les échecs donc, dans les produits, dans le lancement. Donc, rappelez-vous que selon Christensen, professeur chez Harvard, donc 80 000 nouveaux produits sont lancés chaque année et 95% d'entre eux échouent. Donc là aussi, ça justifie un peu notre thème. Et l'autre chose aussi, cela nous amène à la question suivante. Pourquoi les produits échouent-ils souvent? Donc là aussi, c'est une question qu'on va poser à nos intervenants. Donc nous allons démarrer avec notre première question ou avec notre première section qui va parler de votre expérience et aussi qui va parler
du thème de manière générale. Donc, je vais commencer par Salou pour lui poser la question. Donc, quels sont selon vous les pièges que vous voyez les plus courants dans le monde du développement et pourquoi aussi les produits IA échouent de manière générale? Très bonne question. Bon, je pense que vous l'avez dit, hein, il faut d'abord qu'on se dise de façon générale, la plupart des startups et des produits logiciels qui sont lancés n'aboutissent pas ou en tout cas ne survivent pas pendant une très longue période. Mais effectivement, ce qu'on a remarqué récemment, particulièrement en 2024, c'est la plupart des produits qui sont lancés avec peut-être des fonctionnalités phares autour de l'intelligence artificielle qui est aujourd'hui voilà, un terme qui crée beaucoup de bruit, beaucoup de hype autour de lui. Ces produits-là qui sont brandés des AI products ou qui ont des fonctionnalités AI, en général, la plupart n'ont même pas un lancement, on va dire, réussi, avant même de parler de longévité. Et je pense qu'on peut, voilà, peut-être pour mieux contextualiser, on peut donner des exemples qu'on a tous vus. Hein. Bon, peut-être les lancements les plus médiatisés qu'on a eus, ce sont les AI in a box, comme le Humane Pin, comme celui de Rabbit R1. Mais aussi, il y a eu des lancements pas très réussis de grandes boîtes qui sont un peu plus, disons, qui sont un peu plus stratégiques dans leur lancement. Typiquement, on a notamment Google avec leur AI Search Results et même le lancement de Gemini. On a Microsoft avec le lancement de Copilot. C'est là aussi, voilà, il y a eu beaucoup de difficultés au lancement, et même récemment avec Apple et le lancement d'Apple, bon, je vais dire lancement entre guillemets parce que ce n'est même pas encore lancé, d'Apple Intelligence. Mais voilà, où on remarque que malgré beaucoup d'annonces, malgré beaucoup de promesses, en fait, au final, ces produits-là, au lancement, ils déçoivent. Il y a beaucoup d'attentes, mais pas assez d'exécution derrière. Et bon, évidemment, bon, je pense qu'on va tous donner notre point de vue. Hein. Mais je vais dire la cause principale, selon moi, aujourd'hui, c'est tout d'abord, on a cette tendance aujourd'hui, en tant que passionné de la tech, en tant que technologiste, à placer, disons, lorsqu'on a une technologie qui est assez nouvelle, qui a peut-être un grand potentiel, on a tendance à placer trop d'importance sur la technologie en elle-même et moins d'importance sur ce que la technologie peut apporter, la valeur qu'elle peut créer. Et bon, voilà, on a un expert aujourd'hui, un product designer et un expert en UX qui va sûrement creuser un peu plus. Mais aujourd'hui, le piège principal à éviter, c'est de trop penser à ce que la technologie peut faire, mais plutôt essayer de shifter, on va dire, un peu la réflexion sur la valeur que la technologie peut créer pour les utilisateurs finaux. Je pense que c'est le problème fondamental qui a gangréné, on va dire, tous ces produits-là, qui a gangréné tous ces lancements-là. L'autre aspect, bon, ça c'est quelque chose qui affecte, on va dire, beaucoup plus peut-être les grosses boîtes qui sont déjà publiques, qui sont déjà tradées publiquement plutôt que des startups ou de petites entreprises. Mais en général aussi, bon, lorsqu'on est une entreprise publique, on a d'autres motivations, on a des motivations financières qui vont au-delà juste de faire le meilleur produit pour l'utilisateur. Lorsqu'on est tradé publiquement, on a tendance à vouloir montrer voilà, à la face de ses actionnaires, à la face de ceux qui ont investi dans notre entreprise, on a tendance à vouloir leur montrer voilà, qu'on est à la pointe de la technologie, que voilà, aujourd'hui, s'il y a une nouvelle, lorsqu'il y a, disons, une technologie où il y a beaucoup de hype autour, on a tendance à vouloir montrer qu'on est prêt aujourd'hui à intégrer cette technologie-là dans nos produits. Bon, malheureusement, c'est une stratégie qu'on ne peut pas complètement critiquer parce que ça a des conséquences réelles sur aujourd'hui le revenu et le capital de ces entreprises-là. Mais voilà, malheureusement, c'est souvent au dépend de la qualité du produit, c'est au dépend des utilisateurs de ce produit-là, parce qu'on a plus tendance à vouloir montrer qu'on sait intégrer cette technologie dans nos produits, plutôt qu'à essayer de vraiment, disons, créer de la valeur à travers ces produits-là. Je pense que c'est ce qui est arrivé à beaucoup d'entreprises, ce qui est arrivé à Apple parce qu'ils avaient peur d'être hier. Il y avait Google et Microsoft qui lançaient des produits à gauche, à droite. Est-ce qu'ils ont eu raison? Seul l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, ce qu'on peut constater là tout de suite maintenant, c'est que la résultante de cela, c'est un produit qui n'est pas fini. C'est un produit qui a été lancé à la hâte et qui n'a pas été, disons, bien pensé. Donc ça, c'est quelques éléments
qui me viennent en tête sur ce qui peut poser que ces produits IA-là aient souvent des lancements catastrophiques. Super, super. Je pense que c'est vraiment intéressant, voilà, ce qu'a résumé Serigne Saliou. Donc, parlant par exemple des produits qui ont été lancés comme Apple Intelligence ou les autres produits. Donc, et à la fin, on a vu que c'était vraiment pas top. Donc, côté produit, côté lancement, donc ce qu'a résumé Serigne Saliou. Donc, je vais rebondir avec Dahaba qui travaille dans le domaine de l'UAX. Donc, là aussi, ce que j'aimerais poser à Dahaba, c'est par exemple sur le monde du design, comment l'UAX donc influence-t-elle le succès ou l'échec du produit basé sur l'IA? Donc, par exemple, comment le domaine UX peut influencer par rapport au lancement du produit? Est-ce que ça peut être un facteur sur le succès ou est-ce que ça peut être, par exemple, un facteur sur le rejet de ce produit en tant que produit intelligence artificielle? Ok, super, merci Bamba. Oui. Déjà, je dois commencer par rappeler que le succès, en tout cas, oui, ou l'un des principaux facteurs d'échec d'un produit, qu'il soit l'IA ou pas, c'est lorsque l'utilisateur n'est pas placé au centre de la conception. Donc, et surtout lorsque le produit ne répond pas réellement, ou ne répond pas aux besoins réels de l'utilisateur. Et là, si on prend maintenant l'exemple de l'IA, qui est encore plus sensible parce que c'est vrai, c'est un concept qu'on connaît, mais c'est un concept qui reste à être compris par pas mal de personnes et surtout dans notre contexte ici en Afrique. Du coup, je voulais commencer d'abord par ça. Si l'utilisateur n'est pas placé au centre d'une conception, ce produit ou ce service peut échouer ou si l'utilisateur n'est pas placé au centre, ce produit peut échouer. Et maintenant, pour les points réels de l'échec, on peut avoir différents éléments et souvent, c'est lorsque le produit est un peu trop complexe. Et là, je vais juste rappeler que lorsqu'on parle d'IA, intelligence artificielle, là, je vois au-delà des LLM, genre que ce soit ChatGPT côté texte ou de manière audio, mais je regarde un peu, c'est peut-être plus que ça. On voit l'intelligence artificielle dans l'automobile, dans l'agriculture, dans pas mal d'autres secteurs. Donc, je vois, lorsque je parle de manière générale un peu. Et du coup, lorsque le produit est un peu complexe, c'est-à-dire il y a trop de fonctionnalités, un peu comme ça, il a dit tout à l'heure, on met en avant d'abord les fonctionnalités, les features, ce que la technologie peut faire, sans penser à l'utilisateur, sans savoir si les personnes qui doivent consommer ces fonctionnalités-là sont prêts à à les recevoir. Et donc, je prends juste un exemple genre dans l'automobile. Et si je prends, par exemple, Tesla, l'autopilote, on sait que c'est de l'AI, mais si on l'amène au Sénégal, je ne sais pas si quelqu'un sera prêt à activer la fonction autopilot au Sénégal. Et déjà, je ne pense pas que ça soit disponible même ici. Donc, il y a ça à voir et que ça soit dans la sécurité ou autre, il faut qu'on s'assure que les fonctionnalités qui sortent ou les différents, que ça soit et l'interface, que ça soit virtuelle ou physique, un peu comme Human AI, comme ce que ça lui a dit tout à l'heure. Tant que si ça n'a pas été testé, si ça n'a pas été vu avec des utilisateurs, ça peut aller vers l'échec. Et l'autre point, c'est plutôt les données d'entraînement, parce que on sait que l'IA se base aussi sur des données. Il faut qu'il apprenne pour qu'il puisse proposer des résultats. Et si ces données d'entraînement ne prennent pas en compte un contexte bien précis, les résultats peuvent ne pas être bien ou ne pas être assez clair pour l'utilisateur. Et du coup, c'est un peu ces différents éléments. Mais moi, je prends surtout le contexte en remettant le contexte africain parce que on doit apprendre aussi des échecs des autres pour que nous, lorsqu'on on fera notre propre produit, on ne fasse pas les mêmes erreurs. Donc, du coup,
il faut qu'on puisse prendre en compte le contexte des gens, des utilisateurs, avant même de pouvoir lancer, de savoir qui doit utiliser ce produit et quel bénéfice est-ce que cette personne aura en utilisant ce produit. Du coup, c'est un peu ces éléments-là que je veux ressortir. Il y a plein d'autres facteurs qui peuvent faire échouer, mais en parlant d'UX, il faudra qu'on mette l'utilisateur au centre avant tout. Ouais, ouais. Donc, comme vous l'avez dit, votre dernier mot, mettre l'utilisateur au centre. Donc ça, je pense que c'est vraiment intéressant et ça a résumé un peu l'aspect intéressant de l'UX, voilà. Donc, comme vous l'avez si bien dit. Donc, je vais rebondir très rapidement avec Abdoulaye qui intervient dans tout ce qui est machine learning et autres. Donc, j'aimerais lui poser la question, côté technique, Abdoulaye, comment vous voyez par exemple l'intervention technique, par exemple, de tout ce qui est machine learning et autres, comment il peut impacter sur le lancement de produits, comme côté échec ou côté succès aussi? Alors, merci Bamba pour la question. Je pense que Dahaba et Saho ont un peu parlé un peu des facteurs qui pourraient en fait influencer le succès ou bien l'échec d'un projet AI. Donc, comme tu l'as si bien dit, il y a différentes études qui ont été faites sur l'industrialisation des produits d'intelligence artificielle. Pas mal de produits qui n'arrivent pas en fait en mode production. Et durant ces études-là, il y a pas mal de problématiques qui ont été listées. Donc, les problématiques peuvent être liées à l'environnement technique, des problématiques qui peuvent être liées à des problématiques de régulation et des problématiques aussi qui peuvent être liées à ce qu'on appelle l'aspect business. Donc, on a tantôt parlé de l'aspect business. Donc, on a souvent en fait des attentes qui sont un peu exagérées par rapport aux capacités de ce que peut faire l'IA. Donc, on peut avoir par exemple, disons, dans des entreprises qui ont des attentes très irréalistes par rapport à ce que peut faire l'IA, de ce fait, par rapport à ce qui était envisagé et ce qui a été produit, il y aura un gap qui peut créer en fait des frustrations et les résultats obtenus ne vont pas répondre aux bonnes aspirations. Il y a aussi une confusion que les gens font souvent. Donc, ça me rappelle bien, par exemple, quand j'ai participé au lancement de la stratégie nationale de l'IA que le Sénégal avait fait l'année dernière. Une question qui revenait tout le temps, c'était est-ce que la digitalisation c'est de l'intelligence artificielle? Donc, il y a pas mal de gens qui pensent que quand on parle de digitalisation, mais quand on parle d'automatisation, forcément, on fait référence à l'intelligence artificielle, alors que c'est des domaines qui sont différents. Donc, on peut faire de l'automatisation sans pour autant utiliser, par exemple, de l'intelligence artificielle. Ce fait ça aussi, c'est une confusion technique qui peut conduire aussi à certaines déceptions dans certains projets. Il y a aussi une non-maîtrise du cycle de vie d'un système IA. Parce qu'en fait, quand on parle d'intelligence artificielle, les gens ont tendance un peu souvent à faire référence à l'algorithme. Alors que l'algorithme, c'est plus la partie visible de l'iceberg, pour paraphraser un peu l'actualité. Mais en fait, c'est tout un système, en fait. C'est tout un système AI. Il y a l'algorithme qui a été utilisé pour mettre en place ce système. Il y a les données qui ont été utilisées pour entraîner ce système. Il y a l'infrastructure sur laquelle, le hardware sur lequel le système s'exécute. Il y a aussi l'interface. Donc, Dahaba a tantôt parlé d'interface utilisateur. Il y a l'interface utilisateur qui va permettre en fait aux utilisateurs d'avoir accès à ce modèle-là. Donc, tous ces facteurs-là, en fait, sont inclus dans le système, ce qui rend le système un peu plus complexe que les gens ne peuvent l'imaginer. Et de ce fait, si on a en fait une mauvaise compréhension technique de l'IA, ça renforce un peu à avoir en fait des échecs au niveau de nos différents produits que l'on met en place. Et aussi, une non prise en compte aussi des limitations techniques. Donc, en fait, en IA, pour chaque cas d'utilisation, il y a des algorithmes ou bien des types de processus qui sont adaptés. Du coup, si on n'a pas les compétences techniques pour pouvoir, par exemple, identifier quel algorithme est plus, ou bien quel type de données est plus adapté à différents cas d'utilisation, on va en faire en fait un mauvais choix des modèles qui va être inapproprié. Du coup, la solution que l'on va mettre en place ne va pas être une solution satisfaisante parce qu'on n'a pas tenu en compte de ces aspects-là. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal d'aspects qui fait qu'en fait, on arrive souvent à un échec d'un produit d'IA. Super.
Donc, merci Abdoulaye. Je pense que c'était très clair côté technique et l'intervention voilà, que vous avez pu amener. Donc, dans cette même énergie, je pense qu'on peut aborder, vu que Serigne Saliou a parlé de l'aspect développement et de tout ce qui est intervention technique aussi, comme l'a abordé Abdoulaye. Donc, dans la deuxième étape, je voulais par exemple voir quelles seront les solutions ou comment préparer par exemple cette lancement. Donc là, je me posé la première question à Serigne Saliou pour lui dire comment peut-on aborder la question de la préparation. Donc ça veut dire une entreprise qui veut lancer un produit qui a des aspects IA, comment peut-on préparer, par exemple chez Tech Afrique, comment vous allez faire de manière générale, comment vous préparez pour un lancement de produit qu'intervient l'IA? Avant de répondre très rapidement à ta question, Bamba, je souhaitais juste rebondir sur un point important, je pense que Abdoulaye a abordé, oui. c'est la question des attentes irréalistes. Et je pense que c'est quelque chose qui est tout d'abord causé par une incompréhension, comme il l'a dit, de la technologie. Aujourd'hui, on dit IA, voilà, on l'utilise pour beaucoup de choses différentes, alors qu'effectivement, je pense qu'on gagnerait tous à se poser, à essayer de bien catégoriser réellement ces technologies-là que l'on utilise. Pas forcément juste les connaître pas forcément les connaître dans le détail, parce que ça, on réserve ça, voilà, aux experts, mais au moins pouvoir bien interfacer en tant que product manager avec ces experts-là en parlant le même langage. Et donc, peut-être qu'après, Abdoulaye nous donnera une définition plus scientifique ou bien mieux catégorisée, en tout cas vraiment pour éviter parfois ces attentes irréalistes-là qu'on a à chaque fois qu'on utilise le terme intelligence artificielle. Maintenant, oui, pour répondre à ta question en termes de solutions, bon, je vais donner des solutions pour aujourd'hui, en tant qu'aujourd'hui lead d'une équipe de développement. Et moi, il y a un framework très simple que j'utilise. Alors, est-ce qu'il est précis, est-ce qu'il est complet ou pas? Mais en tout cas, il est très utile. Disons, j'utilise ce framework-là pour catégoriser aujourd'hui les technologies de l'IA dans un produit. Et selon moi, il y a 3 catégories. Il y a les produits IA. Et quand je dis un produit IA, bon, peut-être on peut penser à ChatGPT, par exemple. C'est-à-dire c'est un produit dont la proposition de valeur principale, c'est peut-être le modèle IA qu'il propose. Aujourd'hui, on sait ChatGPT, bon, à la base, ce n'était même pas censé être un produit, mais plutôt peut-être une démonstration de la technologie. Mais c'est un produit très utile, mais c'est un produit qui est complètement centré autour du concept du LLM, donc des Large Language Models, et qui fonctionne très bien dans ce sens-là. Donc ça, selon moi, c'est déjà un premier niveau d'utilisation de cette technologie-là, c'est se poser la question, OK, est-ce que ce que je fais réellement, c'est un produit IA? Mais selon moi, le second niveau, c'est lorsque on utilise des technologies d'intelligence artificielle juste en tant que technique pour améliorer des fonctionnalités dans son produit. Et là, les exemples que je peux donner, c'est par exemple lorsque j'utilise, il y a un produit très connu qui s'appelle Grammarly, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est une application, une extension qui te permet un peu de réécrire ces messages pour qu'ils soient un peu plus professionnels, etc. Et il existait bien avant que les LLM deviennent populaires. Par contre, il faut pas nier que cette technologie des LLM-là, elle a grandement augmenté la capacité des ordinateurs à pouvoir bien résumer, à pouvoir changer, disons, le ton d'un message, ainsi de suite. Et donc, naturellement, ils ont intégré cette fonctionnalité-là, plutôt cette technologie-là des LLM dans leur fonctionnalité phare, qui est celle d'aider les gens à écrire des messages plus professionnels, à changer le ton du message, etc. Donc, bon, on peut aussi donner comme exemple, par exemple, Adobe Photoshop ou Adobe After Effects, qui rajoutent des fonctionnalités, la possibilité de facilement peut-être générer des images ou générer du contenu ou modifier peut-être le style d'image juste avec du texte naturel. Ça aussi, c'est des fonctionnalités qui existent déjà, qui fonctionnaient déjà, que les gens utilisaient, mais qui ont été rendues soit beaucoup plus faciles à utiliser ou beaucoup plus fonctionnelles, beaucoup plus productives. C'est intégré dans toutes les applications de manière générale. Exactement. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Et selon moi, le troisième niveau qui est très important, c'est aussi il y a une IA qui est aujourd'hui beaucoup plus à un niveau, je vais dire, de la plateforme, au niveau de la plateforme, au niveau de l'interface. Et là, l'exemple peut-être que je peux donner sont les assistants virtuels qu'on a sur nos téléphones. Bon, on a Siri, on a Google Assistant qui devient un peu Gemini maintenant. Bon, je ne vais pas mentionner Cortana.
Mais voilà, on a aujourd'hui en fait effectivement on va dire je vais pas l'appeler une révolution, mais en tout cas un shift majeur dans la façon dont on peut interfacer avec la technologie à travers aujourd'hui ces développements qu'on a eu avec les large language models, avec voilà, la possibilité de comprendre un peu plus de contexte sur ce que l'utilisateur est en train de faire. Et en tant que développeur, il faut clairement se positionner avec son produit, il faut se positionner dans l'une de ces disons de ces trois cases-là. Parce qu'aujourd'hui, si je dis qu'effectivement mon produit c'est de l'IA, bah, naturellement, il va falloir que j'aie dans mon équipe des experts on va dire en machine learning, puisque c'est peut-être l'approche actuellement prisée pour faire de l'IA. Et il va falloir que disons, cette équipe-là travaille de façon, disons, très étroite avec mon équipe de développement. Donc, je ne vais pas me permettre d'avoir une équipe de développement quelque part, avoir des gens qui développent le modèle de l'autre part, et par la suite, j'essaie de trouver comment les intégrer. Non, parce que dans ce cas-là, mon produit, c'est ce modèle-là en réalité. Donc, il va falloir que ce soit en termes de UX, en termes de développement, etc., que dans tout le process, qu'on inclut en fait cette équipe-là et ce process de développement du modèle. Si par contre, c'est juste que j'essaie d'utiliser, j'essaie d'augmenter en fait les fonctionnalités de mon produit avec des techniques de machine learning, ce qu'on fait depuis très longtemps. Hein. C'est pas juste avec les LLM. Il y a aujourd'hui beaucoup d'autres techniques en machine learning qui ont été utilisées pour augmenter, que ce soit de la recommandation, que ce soit les moteurs de recommandation, que ce soit de la classification d'images, etc. Dans ce cas-là, effectivement, on peut se permettre de traiter ces équipes de façon, on va dire, un peu plus séparée. Pas forcément créer des silos, mais en tout cas avoir des interfaces, disons, mieux définies entre ces équipes-là. Et même aller plus loin, on n'est pas aujourd'hui obligé de recruter forcément des experts en machine learning parce qu'ils sont chers. Je pense que Abdoulaye ne me contredira pas. Voilà, donc on peut tous. Il y a pas mal d'entreprises qui ont fait des modèles qui sont certains qui l'ont rendu open source, d'autres qui l'ont rendu disponible à travers une API. Donc vous n'êtes pas obligé de développer cela from scratch. Si tout ce dont vous avez besoin, peut-être un classificateur d'images, sans que ça soit peut-être un cas vraiment très spécifique, vous pouvez aller utiliser un modèle existant, que ce soit à travers un modèle open source, un modèle disponible via API. Après, si vous décidez de hoster votre propre modèle, il y a tout un tas d'autres problèmes, je suis sûr que sur lesquels Abdoulaye va revenir. Et la dernière chose maintenant, c'est si maintenant tout ce que vous souhaitez faire, c'est bénéficier, on va dire, de ces nouvelles formes d'interaction que les utilisateurs ont avec la technologie, qui d'ailleurs n'est pas négligée sur nos marchés, parce qu'on le sait aujourd'hui, on est sur un marché où peut-être la familiarité avec la technologie, elle est assez minime. Le taux disons, pas mal de gens, en tout cas, ne sont pas forcément lettrés. Et on sait tous que les LLM, les interfaces audio, tout cela ont la possibilité de rendre cette technologie beaucoup plus facile à utiliser. Mais ce ne sont pas forcément des fonctionnalités qui doivent être directement implémentées dans un produit directement. C'est plus des fonctionnalités qui vont être mises à disposition par la plateforme sur laquelle le produit va être déployé. On le sait tous aujourd'hui, par exemple, Apple, ils sont en train de mettre en place des SDK avec leurs assistants pour pouvoir interfacer facilement avec ce nouveau Siri plus intelligent qu'on n'a pas encore vu. Google, ils ont release des SDK pour interfacer aussi avec Gemini. Donc, dans ces cas-là, il faut se dire que, OK, ça, c'est une technologie qui doit plus être, disons, implémentée par ceux qui développent la plateforme. Et moi, je vais tout simplement en bénéficier en tant que développeur. De la même façon que je bénéficie des outils de gestion de fenêtres, de la même façon que je bénéficie disons, des écrans tactiles sur mon téléphone. Mais c'est vraiment des besoins des fonctionnalités que la plateforme elle-même va implémenter et par la suite, on va bénéficier. Donc, ça, c'est un peu le framework, disons, le Canva que j'utilise aujourd'hui pour me décider par rapport à des fonctionnalités IA et comment les implémenter. Ouais. Je pense que très belle synthèse, voilà, par rapport aux solutions. Je pense que vous avez parlé, voilà, de beaucoup de points. Donc, je pense que l'aspect qui nous a plus intéressé, donc, selon moi, c'est l'intégration des produits, donc, tels que, par exemple, Notion ou les autres produits qu'on peut utiliser l'IA très rapidement. Donc, là, je pense que c'est une bonne innovation. Donc, c'est là que je vais remonter avec Dahaba pour lui demander juste quelles seront, Dahaba, selon vous, les meilleures pratiques
donc qu'on peut utiliser en matière de UX. Donc là, par exemple, pour les entreprises qui ont besoin, par exemple, voilà, de lancer un produit AI, quelles seront, selon vous, en tant que senior, les meilleures pratiques que vous allez leur suggérer pour ce lancement? D'accord, merci encore, Bamba, et merci Sally en tout cas pour l'intervention. J'apprends en même temps. Donc pour une meilleure, en tout cas, pratique UX, moi, je reprends ce que j'avais dit. Lorsqu'on parle d'IA en tant que produit, dans le domaine de UX, on garde les mêmes pratiques qu'on a. Et pour moi, la première chose, surtout, c'est de faire une recherche utilisateur poussée. Comprendre déjà quels sont ses potentiels clients, quels sont ses potentiels utilisateurs. Essayer de valider ces fonctionnalités peut-être IA qu'on veut tester, qu'on veut lancer. Essayer de les valider bien avant avec ces utilisateurs-là. Et aussi, que ça, si c'est une interface, si c'est une application, on peut faire des tests utilisateurs et tout. Même si c'est un produit physique, c'est toujours possible de faire des tests avec un prototype, tester et s'assurer en tout cas que d'une part, les gens comprennent exactement et d'autre part, que ça soit un outil ou un service qui répond réellement à leurs besoins. Et je prends l'exemple j'utilise beaucoup ChatGPT par exemple pour pouvoir améliorer des mails, pour pouvoir améliorer des mails par exemple, pour mieux répondre, pour pouvoir peut-être, j'utilise beaucoup sincèrement. Et même dans le domaine du design, on utilise des produits IA pour aller très vite. Et j'ai l'habitude de dire aussi à certaines personnes, et c'est ça qu'on dit souvent, que on doit voir l'IA comme un outil qui nous aide à avancer plus vite que quelque chose qui nous empêche d'avancer. Donc, du coup, moi, je prends l'IA comme un outil que j'utilise et qui me permet d'avancer vite. Du coup, pour une boîte, en tout cas, qui veut se lancer, elle doit s'assurer que ce produit qu'il veut lancer, ce service qu'il veut lancer, cette fonctionnalité qu'il veut lancer, répond réellement aux besoins des utilisateurs. Et avec ça, on peut passer par des tests utilisateurs, mais aussi, il faut penser aussi à la meilleure interface qu'il faut pour cette fonctionnalité. Et on voit très bien, par exemple, ChatGPT sur le mobile. Les gens, bon, moi perso, j'utilise avec le vocal. Et sur le web, par exemple, je préfère écrire. Donc, il y a différentes interfaces utilisateurs qu'on peut utiliser pour pouvoir faire passer ces fonctionnalités-là. Donc, on parle d'audio, on parle d'écrit de texte, on parle aussi de visuel, genre avec la caméra. On a vu ça avec les dernières mises à jour d'OpenAI aussi, avec Vision et tout. Et même si on va dans le domaine du code, je prends Claude AI, par exemple, qui arrive à prendre une image, par exemple, de ton code et tout, t'aide à t'améliorer. ChatGPT aussi fait la même chose et tout. Donc, du coup, tous ces éléments peuvent répondre aux mêmes besoins, mais c'est d'une manière différente. Et pour ça, il faudra voir quelle est la meilleure manière possible ou qu'est-ce qui est mieux pour que l'utilisateur, selon la condition, en tout cas, où l'utilisateur se trouve, ou aussi selon ces devices qu'il a. Donc, il faudra pas juste penser vers une seule direction. Il faut essayer d'aller un peu plus large et voir comment est-ce qu'on peut implémenter en tout cas ces fonctionnalités-là. Et d'autre part, en tout cas, il y a aussi le fait de mettre en place un peu ce qu'on appelle les 10 heuristiques du design. C'est écrit par Jacob Nielsen. À la base, c'est pour du design d'interface, mais on peut on peut appliquer ça dans différents éléments. Je vais juste citer certains comme la visibilité du statut ou l'état du système. Ça, c'est un peu, lorsqu'on interagit avec une interface, on doit savoir exactement quel est l'état du système. Est-ce que peut-être je suis en ligne? Est-ce que cette IA est en train de me répondre?
Là, on voit ça très bien lorsqu'on utilise ChatGPT. Je reviens dessus. Lorsqu'il répond, on voit des points, on sait qu'il est en train d'interagir avec moi. Il y a aussi le contrôle et la liberté de l'utilisateur. Ça, pour moi, ça, c'est quelque chose de très important parce que souvent, lorsque les gens entendent IA, ils ont peur. Genre, ils pensent déjà au film et au truc. Ils vont venir prendre contrôle du monde et tout. Mais lorsqu'on fait un produit basé sur l'IA, on doit aussi donner un certain contrôle à l'utilisateur, c'est-à-dire pouvoir contrôler quelles sont les données, en tout cas, quelles données je peux donner à cette... Ou bien, bon, si je dois mettre ça comme ça, quelles sont les données que cette IA utilise si je dois interagir avec lui? Est-ce que lorsque je commence à parler, qu'est-ce qu'il va faire avec tout ce que je lui dis? On doit savoir ça. C'est très important que l'utilisateur sache. Et aussi, la liberté que l'utilisateur puisse corriger l'IA, si je peux dire, ou savoir si l'IA est... si la réponse, si je dois dire ça comme ça, la réponse que j'ai reçue est correcte ou pas. Parce que certaines personnes ne prennent pas ça en compte. Et bien sûr, il y a un petit disclosure en bas, disclaimer, si je peux dire, qu'on dit que l'IA peut se tromper et tout. Mais c'est pas tout le monde qui dit ça. Et juste une anecdote simple, hein. Dernièrement, on regardait Qui veut gagner des millions. Et pour une même question, j'ai utilisé ChatGPT avec l'écran. J'ai pris la photo de l'écran de la question et les différentes réponses. Et j'avais un ami à côté qui a utilisé Gemini pour la même chose. Et à la fin, on a eu des résultats différents, mais c'est ChatGPT qui a eu la bonne réponse. Mais juste pour dire que ils peuvent se tromper. Et on doit le savoir. Et ça, c'est dans le domaine des applications, mais aussi dans le domaine aussi, je prends l'automobile. Lorsqu'on utilise par exemple Autopilot et autres, il faut qu'on ait du contrôle, il faut qu'on puisse savoir exactement si on peut pas avoir confiance à 100%, bien sûr, mais il faut qu'on puisse être sûr qu'on a quand même la main sur cette technologie qui se trouve devant moi. Donc, du coup, pour moi, ce sont des éléments clés, en tout cas, qu'il faut prendre en compte lorsqu'on doit mettre en place des produits, des services, des fonctionnalités IA. Et tout ça revient toujours à mettre l'utilisateur au centre. S'assurer que ce que je sors, ce que je produis sera quelque chose qui sera utilisé, qui sera compris et qui sera intuitif lorsqu'on utilise ce produit ou service. Merci. Super, très bonne intervention. Je pense que aussi les millions, vous allez nous partager avec les gars. On n'a pas gagné. Ouais. Hein? Abdoulaye, on a besoin de millions. Hein? On en a vraiment besoin. D'autant plus avec nous, apparemment, on aurait gagné. Hein. Ouais, d'autant plus vraiment, c'est vrai, les lunettes. Ouais, très bonne intervention. Je pense que c'était vraiment intéressant côté UX. Donc là, je pense que tout revient, comme vous l'avez dit tantôt, à l'utilisateur de le mettre toujours au centre, de connaître ses besoins pour pouvoir proposer de meilleurs services par rapport à ton produit. Donc, sur cette même lancée, j'aimerais rebondir sur l'aspect technique. Donc, Abdoulaye, ce sera notre technicien aujourd'hui. Hein. Donc, Abdoulaye, je voudrais poser la question sur l'aspect technique. Par exemple, quelles sont les différentes étapes, les étapes clés, hein, donc les étapes clés que vous allez proposer ou que vous nous proposez, par exemple, sur un lancement de produit? Quelles sont les étapes clés que vous devez respecter en tant qu'entreprise ou en tant que personne particulière avant le lancement d'un produit? Alors, merci pour la question. Je pense que c'est quelque chose qui est très, très important et qui est pertinent. Donc, et qui est souvent négligé, hein, pour ne pas couper. Donc, c'est une étape qui est vraiment négligée, voilà, l'étape technique. Effectivement, c'est une question qui est très, très importante. Donc, souvent, en fait, on a un processus qu'on utilise qui s'appelle le CRISP-DM, Cross Industry Standard Process for Data Mining. Donc, c'est un processus qui est souvent utilisé pour mener à bien, en fait, les projets de data science ou bien les projets d'intelligence artificielle. Donc, c'est un processus, en fait, qui est divisé en plusieurs parties. Donc, par exemple, il y a ce qu'on appelle le business understanding. Donc, c'est la première partie. Donc, là, c'est là où on essaie de définir, en fait, le cas d'utilisation en tant que tel, ce qu'on veut résoudre, et quels sont aussi les critères les critères de réussite, en fait, que l'on va définir avec le business pour pouvoir dire qu'à la fin, on a abouti à un succès. Par exemple, je donne juste un exemple. Supposons qu'aujourd'hui,
je voulais mettre en place un modèle qui va détecter, par exemple, le cancer. Donc, avec les médecins ou bien avec les business, je dois définir en fait quel est le seuil, par exemple, de précision qu'on va définir pour pouvoir dire que notre modèle est un bon modèle ou pas. Et aussi essayer de comprendre en fait qu'est-ce que la détection de cancer, quels sont les aspects qui peuvent me permettre, par exemple, de pouvoir mettre en place un modèle qui va pouvoir détecter le cancer, par exemple. Donc, c'est une étape qui est très, très cruciale. Et si le besoin n'est pas clairement identifié ou bien n'est pas bien rédigé, ça peut aussi mener en fait à un échec du produit parce qu'on peut développer quelque chose qui n'est pas en adéquation avec ce qu'on voulait développer au départ. Après le business understanding, il y a ce qu'on appelle aussi le data understanding. Donc, quand on parle de projet d'IA, forcément, le nœud de la guerre, c'est les données. Donc, on ne peut pas faire de l'intelligence artificielle sans avoir au préalable accès à des données de qualité, bien sûr. Donc, pour chaque use case de données, on a besoin de savoir en fait quels sont les types de données dont on a besoin et comment aussi on doit collecter ces données-là et comment aussi on doit évaluer la qualité de ces données-là pour pouvoir à la fin produire un système de qualité. Parce qu'il y a un adage qu'on utilise souvent, garbage in, garbage out. Donc, si tu donnes à ton système des données de mauvaise qualité, tu ne peux pas t'attendre à avoir un système de qualité. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est crucial aussi. Donc, comme vous pouvez le voir, les premières étapes n'ont rien à voir en fait avec l'aspect technique en tant que tel. Mais c'est plus essayer de comprendre ce qu'on essaie de résoudre, c'est quoi exactement, définir la problématique, définir aussi les métriques qui vont nous permettre de pouvoir après évaluer le succès ou non de notre solution. Après vient les parties techniques, tout ce qui est préparation des données, qui est souvent très, très fastidieux. Tout ce qui est préparation de données, tout ce qui est modélisation, où on essaie par exemple d'identifier les modèles qu'on pourrait utiliser, qui pourraient marcher selon le cas d'utilisation de données, tester plusieurs modèles parce que le machine learning, c'est souvent de l'expérimentation. Donc, on a un use case donné, on connaît les algorithmes qui pourraient marcher pour ce use case, mais il faut tester, faire de l'expérimentation pour voir lequel de ces algorithmes-là va marcher le plus et utiliser cet algorithme-là pour mettre en place un modèle. Et une fois qu'on fait tout ce qui est partie modélisation, il y a la partie évaluation. Donc, tantôt j'ai dit, il faut qu'on essaie en fait de pouvoir identifier les métriques qui vont nous permettre à la fin de dire si on a atteint notre objectif ou pas. Donc, ça, c'est à cette étape-là, en fait, on essaie d'évaluer le modèle qui a été produit en adéquation avec les métriques qu'on a définies. Par exemple, posons que pour le modèle de détection de cancer, on s'était fixé comme objectif d'avoir une précision de 90% sur les prédictions du modèle. Donc, si on parvient à avoir, après l'évaluation, 90% de précision de notre modèle, ça veut dire que les métriques qui ont été définies au début sont satisfaisantes. Donc, on peut passer à la prochaine étape qui est de pouvoir déployer le modèle. Et le déploiement, ce sera, dans un premier temps, de pouvoir l'intégrer avec les systèmes existants. Donc, qu'on puisse mettre le modèle dans un environnement de test qui est un peu, disons, une copie de l'environnement de production, pouvoir tester le modèle aussi dans un environnement de production et voir aussi si les performances sont respectées. Et après, il y a aussi la partie monitoring. Donc, un modèle de machine learning, il est appelé évoluer. Donc, les données sur lesquelles il a été entraîné peuvent évoluer. Donc, le modèle aussi, au fur et à mesure, peut se dégrader en termes de performance. Donc, on doit monitorer la performance du système, pouvoir en fait réajuster et mettre à jour le modèle. Donc, il y a un aspect que Dahaba a souligné tout à l'heure, qui est en fait le fait d'avoir accès au feedback de l'utilisateur. Donc, le modèle va donner des prédictions avec une certaine marge d'erreur. Donc, l'utilisateur aussi doit avoir la possibilité de pouvoir donner un feedback sur la prédiction du modèle, ce qui va permettre après de pouvoir réintégrer ce feedback-là sur le modèle et mettre à jour le modèle pour que le modèle continue en fait à apprendre et continue à être performant au fur et à mesure qu'il est dans un environnement de production. Donc, c'est vraiment toutes les étapes nécessaires qu'on utilise souvent pour voir de la définition du cas d'utilisation jusqu'à l'intégration de ce système-là dans un système logiciel pour pouvoir en fait permettre aux utilisateurs d'avoir accès à cette fonctionnalité-là. Ouais, machallah. Je pense que c'est très clair par rapport à notre deuxième section, donc, et par rapport aussi aux étapes clés de développement d'un produit qui est basé sur l'IA. Je pense que un peu pour revenir, pour rappeler juste à nos chers
auditeurs voilà, qui nous suivent. Donc, on est aujourd'hui en webinaire donc, sur les pièges de l'IA. Donc, pour rappeler voilà, qu'on a trois intervenants donc, à travers Saliou, Dahaba et Abdoulaye. Donc, pour la section 3, nous allons parler des choses qui sont plus concrètes. Je pense qu'au début, Saliou en a un peu brossé. Donc là, j'aimerais un peu faire une ouverture du débat. Donc, pour poser la question, voilà, je vais revenir sur Saliou, sur les recommandations clés, par exemple, que vous proposez ou vous donneriez à une entreprise qui veut vraiment lancer sur un produit qui est basé sur l'IA. Quelles seront les recommandations que vous allez lui donner ou quels seront les conseils, bien évidemment, que vous allez donner aux petites et moyennes entreprises? Merci pour la question. Bon, je voulais encore une fois juste rebondir sur les interventions de mes collègues. Hein. Je pense qu'il y a deux choses qui ont capté mon attention. D'un point de vue UX, effectivement, il y a une chose que ChatGPT fait. Et ChatGPT, je pense que c'est, on va dire, c'est la référence en tant que produit IA. Voilà, je pense qu'on peut tous dire que c'est le produit le mieux exécuté, le plus utilisé. Voilà, ils ont les métriques pour le prouver. Mais voilà, d'un point de vue expérience utilisateur, alors, il y a quelque chose qu'ils ont fait de très intelligent, et c'est quand Dahaba en parlait tout à l'heure que ça me l'a rappelé. Le fait qu'effectivement, lorsque tu envoies un message, la réponse que tu as n'est pas générée en one shot, elle est générée au fur et à mesure. Non seulement elle est générée au fur et à mesure, mais au fur et à mesure qu'elle est générée, tu as un feedback à la fois sonore, oui, on va dire plutôt haptique, c'est-à-dire il y a une petite vibration du téléphone pour te montrer que quelque chose est en train d'être fait. Et pourtant, ça, à la base, c'est un inconvénient. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que le modèle ne peut pas générer toute la réponse en une fois. Parce qu'on sait tous jusque-là, il y a des soucis de performance, il y a des soucis de peut-être besoin de beaucoup de ressources matérielles pour pouvoir générer ces réponses-là, surtout à l'échelle à laquelle ils le font. Mais ils ont pu tourner cela en un avantage, tout simplement parce qu'on ne va de toute façon pas lire la réponse en une fois. Donc, autant générer la réponse de façon progressive. Et avec le feedback actif, bon, le feedback haptique plutôt, ça crée une sorte de, on va dire, de connexion avec le modèle. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui montre à quel point des décisions aujourd'hui, UI, UX peuvent vraiment, qui n'ont rien à voir avec, voilà, tous les aspects techniques peuvent vraiment impacter disons, la qualité finale du produit. Et je pense que là, aussi, le fait qu'il te donne la possibilité de remonter du feedback, ça, c'est un aspect qui est très important à prendre en compte, toujours lié au fait qu'il y a toujours beaucoup de, on va dire, de manque de confiance qu'on a aujourd'hui par rapport à ces modèles, ce qui est tout à fait justifié, parce que, voilà, on sait que les technologies qui sont utilisées derrière, c'est des modèles qui sont très difficiles, où il est très difficile de prouver qu'ils prendront tout le temps la bonne décision, et avec les hallucinations des LLM, etc. Donc, le fait de pouvoir donner des feedbacks, au moins, c'est un aspect qui rassure aujourd'hui par rapport à ça. Donc, rien que ces deux aspects-là, selon moi, c'est des recommandations aujourd'hui clés à tirer de cette session-là. Moi, à mon niveau, je pense que bon, la recommandation que je donnerai, globalement, ça va vraiment revenir au framework que j'ai donné tout à l'heure. C'est de se poser la question tout d'abord. Est-ce qu'aujourd'hui, cette fonctionnalité ou cette technologie que je souhaite ajouter à mon produit, est-ce que c'est parce que mon produit, fondamentalement, c'est sa proposition de valeur? Si oui, dans ce cas-là, effectivement, je vais essayer de développer mon modèle et je vais essayer de faire en sorte de respecter tout le processus qu'Abdoulaye vient de donner. Si par contre, voilà, c'est juste une fonctionnalité que je souhaite améliorer dans mon produit, déjà s'assurer que c'est la bonne technique à utiliser pour améliorer la fonctionnalité de son produit. Parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de... parfois, on développe beaucoup de solutions dans le transport et on a beaucoup de requêtes comme quoi je veux ajouter de l'IA dans ma solution pour optimiser ma logistique, pour améliorer telle métrique ou telle métrique. Alors qu'il y a des algorithmes déjà existants, bien éprouvés, déterministes jusqu'à un certain niveau, des algorithmes de recherche opérationnelle, qui permettent aujourd'hui d'accomplir la même chose, qui sont beaucoup moins risqués. Voilà, on n'a pas besoin d'un LLM pour planifier aujourd'hui des trajets ou quelque chose comme cela. Donc ça, c'est vraiment une chose aussi qu'il est important de bien rechercher et de bien connaître les avantages et les limites de chaque technologie et de se dire qu'il n'y a pas une seule façon de régler toutes ces questions-là, malgré toute la hype qui est créée parfois autour de ces technologies-là. Et enfin, c'est vraiment de se documenter sur aujourd'hui les possibilités que les plateformes nous offrent, parce que ces plateformes-là sont constamment mises à jour. Et voilà, c'est toujours beaucoup plus simple pour un utilisateur
disons, d'interfacer avec quelque chose que la plateforme expose, plutôt que de devoir, dans chaque produit, avoir un chatbot différent, par exemple. Donc, ça, c'est peut-être des recommandations générales que je donnerai pour assurer que l'intégration des fonctionnalités d'intelligence artificielle dans son produit soit réussie. Super, super. Je pense que c'est intéressant par rapport aux recommandations. Donc là, je pense que tout d'abord, je vais poser même la même question à Abdoulaye ou à Dahaba même. Dahaba, est-ce que vous avez des recommandations de manière générale ou aussi, est-ce que vous connaissez des produits IA qui ont réussi et d'autres aussi qui n'ont pas, qui ont échoué? Des exemples concrets. Là. Ok, d'accord. Bon, déjà, moi, je pense par rapport aux recommandations, je reste sur ce que j'avais eu à dire tout à l'heure. C'est toujours sur la même base. Et mais sinon, par rapport aux produits, bon, il y en a plein. Je salue, il a parlé de certains qui ont échoué, si je peux dire. Mais moi, je pense, j'aimerais bien parler de certains qui ont marché ou qui marchent, qui continuent de marcher, si je peux dire. Et on prend l'exemple de OpenAI, déjà avec ChatGPT. Et ils ont bien sûr d'autres produits. Pour moi, c'est un produit qui est bien fait et surtout qui a été pensé, qui a été, je peux dire, côté interface, lorsqu'on communique, lorsqu'on utilise la plateforme. C'est très intuitif, c'est clair et en tout cas, on a ce qu'il faut, quoi. On a les feedbacks qu'il faut. On peut et c'est une chose intéressante, c'est que lorsqu'il donne des résultats, tu peux dire si le résultat est quelque chose qui est bien ou si c'était totalement faux, quoi. Donc, il y a ces feedbacks-là qu'on peut donner, c'est très important. Donc, je pense que ChatGPT, par exemple, check quand même pas mal de points pour un produit. Il y a ça, c'est les LLM. Il y a aussi Midjourney aussi de l'autre côté pour la génération d'images que j'ai eu à utiliser aussi, qui n'est pas mal, qui est très bien déjà. Ils ont aussi leur interface aussi. Ils ont quand même du travail à faire côté UI, mais à la fin, le résultat est là et c'est quelque chose vraiment qu'on sait qu'on peut utiliser. Il y a pas mal de petits outils AI qui sont là et que moi, en tout cas, j'intègre dans mon workflow, que ce soit pour le design, que ce soit... Bon, surtout pour le design, bien sûr. Et il y a Figma aussi qui commence à intégrer un peu de l'IA générale de LLM dans leurs produits en tant que tel. Et pour moi, ça, c'est un exemple par rapport à ce que ça lui disait, de savoir si réellement le produit a besoin de ça ou pas. Et il y a eu quelque chose parce que lorsqu'ils ont lancé les différentes fonctionnalités IA au début, il y avait une fonctionnalité spécifique qu'ils avaient lancée qui était la génération d'écran. Genre, tu dis ce que tu veux générer et ça te génère carrément un écran designé. Mais je pense une semaine après, ils ont dû arrêter ça. Pourquoi? Parce que ils ont remarqué que lorsque les gens essayaient de générer, ils ont remarqué que l'IA prenait des éléments de design existants et surtout, c'était avec l'exemple du weather app, de l'application Météo. De météo de Apple. Lorsqu'on demande à l'IA de générer une application de météo, ils prenaient textuellement celui de iOS. Et du coup, ils ont dû arrêter ça pendant plusieurs mois. Et c'est il y a 2 jours qu'ils ont relancé ça. Et ils ont donné un autre nom en tout cas, First Draft en quelque sorte, pour ne pas dire que c'est un écran fini que tu peux utiliser. Du coup, ça, c'est un exemple, par exemple, de fonctionnalité qui n'était pas vraiment visée. Moi, perso, je n'allais pas réellement l'utiliser parce que je préfère designer mon écran. Je peux utiliser des éléments par-ci, par-là, mais l'écran final, je préfère avoir la main dessus. Mais sinon, il y a d'autres fonctionnalités à l'intérieur qui sont très bien et qui me facilitent le travail. C'est le fait de générer du texte rapidement. Et ça prend en même temps le contexte. Par exemple, si j'ai plusieurs noms, j'ai une liste de plusieurs noms. Je commence par Abdoulaye Faye, par exemple, et que je veux générer le reste. Il va me donner des noms sénégalais
Maïmouna ça ou tel. Et ça, c'est intéressant. Ça met le contexte et ça aide aussi à l'utilisateur ou bien lorsqu'on fait des tests utilisateurs pour que l'utilisateur puisse se sentir dedans. Donc, il y a ces différents éléments pour moi qui sont des exemples en tout cas qu'on peut prendre en compte et utiliser. Quoi. Et voir. Mais pour résumer, soyons ouverts à ça, soyons ouverts aux fonctionnalités qui sont là, soyons ouverts aux technologies IA, mais utilisons ça pour faciliter notre travail. C'est ça que je peux dire. Ouais, utilisons ça pour faciliter notre travail. Voilà, je pense que le message est très clair. Et pour terminer cette question, voilà, avec Abdoulaye. Donc, Abdoulaye, j'aimerais prendre une question, voilà, sur le chat. Donc, il y a Papsine, voilà, qui a posé une bonne question. Donc là, il demande, y a-t-il des exemples de produits déjà développés localement, donc ça veut dire au Sénégal ou dans la sous-région, ou quels sont les retours d'expérience, est-ce que vous avez eu des retours d'expérience par rapport à des produits déjà développés localement? Alors, merci pour la question. Pour la partie produits déjà développés en local, donc je vais en citer 2 à 3. Donc, par exemple, récemment, l'Africa Mobile a lancé un produit text-to-speech qui vise un peu à faire, en fait, les entreprises qui font beaucoup de campagnes de SMS, pouvoir, par exemple, juste à travers un texte, pouvoir générer en fait un audio en langue locale et que l'utilisateur va recevoir directement avec un appel, par exemple, téléphonique et le message qui lui est transcrit en voix, par exemple. Ça, c'est un produit qui a été lancé récemment et ça a été développé ici en local par une entreprise sénégalaise. Voilà, il y a aussi Bamtou qui a eu à travailler avec, je pense, le ministère de la Santé pour mettre en place un assistant qui aide un peu à un premier diagnostic sur, j'ai un peu oublié la maladie, hémophilie, sur l'hémophilie en fait. Un assistant qui va aider en fait les usagers à se faire un premier diagnostic sur tout ce qui est hémophilie. Donc, tout ça, ce sont des initiatives locales. Et il y a pas mal aussi de gens qui sont en train de travailler sur des solutions à base d'IA qui pourront être utilisées. Par exemple, il y a aussi Tolbi qui est une entreprise agricole, qui utilise aussi l'IA pour appliquer aussi dans le domaine de l'agriculture. Il y a aussi Erudi, là où je suis. Donc, non, c'est dans la publicité gratuite. On a pas mal de solutions basées sur l'intelligence artificielle. Par exemple, on a une plateforme de recrutement qui permet en fait de gérer tout de bout en bout, en fait, tout le processus de recrutement, du sourcing à l'interview avec les candidats. Donc, par exemple, si on prend juste la partie sourcing, aujourd'hui, juste avec l'upload d'un CV, je peux extraire l'ensemble des informations sur le candidat et l'enregistrer au niveau de manière structurée sur la plateforme. Et aussi, une fois, je peux faire aussi la même chose avec les offres d'emploi en ajoutant juste, par exemple, un fichier PDF ou bien Word de l'offre d'emploi que j'ai rédigé. Automatiquement, l'ensemble des informations nécessaires au niveau de l'offre d'emploi vont être extraites et enregistrées dans le système sous format structuré. Et on a aussi un module de recommandation qui recommande en fait pour chaque job description les candidats qui matchent le plus pour ce job description-là. Donc, ce qui va un peu faciliter en fait le recruteur dans son processus de recrutement. Et aussi, il y a la partie AI note-taking, la partie où j'ai plus travaillé. En fait, souvent, un recruteur, quand il fait son recrutement, il fait souvent différents interviews. Et dans ces interviews-là, il y a une partie importante qui est la prise de notes, en fait, pour on peut identifier, en fait, les skills ou bien ce qu'il a remarqué du candidat. Donc, nous, ce qu'on va proposer, c'est qu'en fait, on va automatiser cette partie prise de notes-là. L'interview, elle est faite via une plateforme vidéo. Donc, la vidéo, elle est enregistrée. Après, une fois que l'interview se termine, on génère automatiquement le transcript de toute la conversation en texte. Et aussi, on génère aussi un résumé de l'interview. De ce fait, le recruteur, en fait, n'aura pas besoin, quand il fait son interview, de prendre des notes, mais il pourra attendre après avoir un résumé de toute l'interview, ainsi que les next steps, ainsi que toutes les informations dont il a besoin
pour pouvoir en fait poursuivre avec ces candidats-là. Donc, il y a pas mal de solutions quand même qui sont en développées. Et ce qui est positif aussi, c'est que le Sénégal a adopté récemment sa stratégie nationale dans le domaine de l'intelligence artificielle, et ce qui est très, très important. Et même, il y a même une structure qui a été créée récemment qui s'appelle le Hub. Donc, l'objectif du Hub, c'est de pouvoir rassembler l'ensemble des acteurs de l'écosystème IA. Donc, ça, c'est une très bonne avancée. Et de plus en plus aussi, les entreprises sont imprégnées en fait de l'IA, de la capacité de l'IA, de ce que l'IA peut apporter à leur business. Donc, je pense que on est de plus en plus en fait ouvert à l'acculturation de l'IA, et je pense que c'est une très bonne chose qui est positive. Et au fur et à mesure, ça va permettre en fait avoir beaucoup plus de startups qui vont développer des solutions à base d'IA et qui pourra être utilisées par les populations. Super, super. Je pense que c'est... Moi, je vais en profiter, hein, excuse-moi, moi je te coupe, mais je vais en profiter vraiment parce que je pense que... Après ça, j'ai aussi deux questions pour vous. Hein. D'accord, mais en fait, je voulais profiter de cette intervention-là pour vraiment insister sur une chose, c'est d'appeler vraiment aujourd'hui nos startups, nos entreprises locales. Je sais qu'on a peut-être été un peu alarmiste dans ce webinaire-là, mais c'est parce qu'on veut vraiment éviter aujourd'hui que les erreurs qui sont en train d'être reproduites ailleurs ne nous affectent. Mais aujourd'hui, c'est une technologie qui a un potentiel énorme pour notre marché local. Aujourd'hui, on sait tous les produits qui marchent, tous les produits tech qui marchent dans nos marchés en général, c'est parce que l'interface est simple. Si on pense à WhatsApp, les gens, nos mamans l'utilisent parce que il y a le message vocal qui est très facile à comprendre, très facile à utiliser. Si on pense à quelque chose comme Wave qui a une adoption fulgurante, c'est la même chose aussi. On a une interface très simple. Et aujourd'hui, avec des technologies telles que les LLM et toutes les avancées qu'on a sur tout ce qui est du natural language processing et ainsi de suite, on a en fait une énorme opportunité de simplifier la technologie à un tel point que son utilisation va être augmentée, que l'impact que cette technologie-là pourra avoir dans notre vie quotidienne va être multiplié. Donc, c'est vraiment aussi un appel à tous ces startups-là, tous ces entrepreneurs qui ont des idées plein la tête, et aussi à nos experts comme Abdoulaye Faye. J'ai charrié Dergen l'autre jour en lui disant on attend toujours notre API NLP Wolof, parce qu'il faut le dire aussi, voilà, il y a beaucoup de développeurs aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs qui souhaiteraient bien inclure ces fonctionnalités-là dans leur projet, mais qui n'ont pas forcément les équipes, qui n'ont pas forcément les compétences pour le faire. Donc voilà, c'est un appel à toute la communauté pour vraiment beaucoup mieux s'approprier ces technologies-là et bien les intégrer et bien les intégrer dans nos produits locaux. Et je vais en profiter un peu. Allez-y, Abdoulaye. Je vais en profiter un peu aussi pour rassurer un peu Salih sur ça. En fait, c'est une problématique, hein. C'est vraiment une problématique parce que en fait, on l'a dit tantôt, on a une population qui est majoritairement analphabète. Donc aujourd'hui, si on parvient un peu à intégrer dans nos applications l'utilisation de la voix, ça va catalyser, disons, l'écosystème du tech du Sénégal, en fait, parce que les gens auront accès, en fait, à la technologie qu'ils pourront utiliser au niveau de leur service pour avoir, en fait, ajouté de la plus-value dans leur solution. Donc, c'est pour cela même, au sein de Galsen AI, on a un lab. Donc, le lab auquel je suis le co-lead ainsi que le coordonnateur du lab. On travaille actuellement sur pas mal de projets, déjà pour pouvoir faire de la collecte de données et le rendre open source pour qu'en fait les gens puissent en bénéficier, mais aussi de pouvoir produire des modèles open source. Donc, un modèle, par exemple, de traduction français vers Wolof, Wolof vers français, etc. Un modèle, par exemple, qui pourrait faire de la reconnaissance vocale, par exemple, en Wolof ou bien en une autre langue, etc. Un modèle, par exemple, qui pourrait traduire un texte en Wolof, par exemple, speech en une autre langue, etc. Donc, on est en train de travailler sur pas mal de projets et je pense que voilà, au fur et à mesure que l'on va avoir des résultats, que l'on va publier, et ça va aussi permettre un peu de pouvoir permettre à ceux qui travaillent dans l'écosystème tech d'avoir beaucoup plus de solutions sur lesquelles ils peuvent utiliser pour pouvoir intégrer dans leurs applications. Yes. Parce que
C'est important, voilà, cette relance. Donc, il y a même Ismaël Adam qui écrit dans le commentaire qu'il y a le TTS en Wolof et en Bambara de l'Africa Mobile. L'Africa Donc, Mobile, c'est ça, oui. Effectivement, je pense que c'est vraiment intéressant. Je pense que Serigne Sall, j'avais une question pour vous, hein, donc c'était côté logiciel. Donc, il y a une question qui demande est-ce que vous avez eu un retour d'expérience par rapport à un produit que vous avez développé, donc un produit logiciel, donc qui a une intégration IA, et quels sont les retours d'expérience que vous avez eu? Oui, effectivement, bon, je pense, bon, le produit où on a vraiment eu à intégrer de l'IA aujourd'hui, c'était un produit de simulation virtuelle qui s'appelle VR Patients. En fait, l'idée derrière ce produit, à la base, c'était de donner la possibilité à des apprenants dans le secteur de la santé de pouvoir simuler un peu leur interaction avec des patients virtuels qui sont dans des scénarios bien spécifiques. Et effectivement, lorsqu'on commençait le développement de cette solution-là, un aspect qui a toujours été important, c'est comment est-ce qu'on peut rendre la conversation avec le patient beaucoup plus naturelle. Parce que les simulateurs qui existent parfois, bon, déjà dans la réalité, comment ils le font, c'est peut-être, on va dire, un acteur qui joue le rôle du patient, mais naturellement, ce n'est pas quelque chose de très convaincant. Mais avec le développement des technologies récentes qu'on a eues avec les LLM et ainsi de suite, c'était beaucoup plus simple de créer, on va dire, un scénario beaucoup plus immersif où le patient donnait des réponses naturelles à disons, des questions de l'apprenant. Et ça, c'était, je pense, bon, un succès fulgurant, dans le sens où ça a carrément, on va dire, décuplé le taux d'immersion qu'on avait, plutôt que d'avoir des questions prédéfinies, des réponses prédéfinies durant le scénario. C'était carrément des questions que l'on pouvait poser au fur et à mesure du scénario et des réponses qui étaient générées en fonction du contexte du patient. Est-ce qu'il était en détresse? Est-ce qu'il était peut-être est-ce qu'il avait de la difficulté à respirer, ainsi de suite. Donc ça, c'est un exemple aujourd'hui qu'on peut donner d'une intégration réussie de l'IA dans un projet. Yes, je pense que c'est important. J'aimerais bien. Ouais. Yes. Oui, j'aimerais bien ajouter un peu. Après, j'ai une dernière question aussi pour Dahaba. Ok. D'accord. Oui. Je vais juste répondre un peu sur cette même question-là. Parce que comme on parlait tout à l'heure, c'est vrai, il y a l'aspect technique, mais il y a aussi l'aspect design. Et dans ce sens, il y a Ablai qui a parlé de Tolby tout à l'heure. Et nous, chez Camili, on accompagne des startups. C'est un peu notre point, si je peux dire. On forme des designers sur place à l'interne et on les place dans des startups. Et de manière générale, on les accompagne. Parce qu'on remarque que souvent, on a du mal à trouver des bons designers pour nos produits et tout. Et ça, c'est une collaboration qu'on a avec Tolby aussi. Et puisque leur produit est basé sur l'IA, donc ils utilisent les imageries satellitaires pour pouvoir donner en tout cas des informations sur le sol, sur l'état du sol, sur l'état des récoltes. Et derrière, bien sûr avec l'IA et tout, résumer tout ça et donner des feedbacks, donner des insights clés pour que les acteurs puissent prendre des bonnes décisions. Derrière, il y a beaucoup de choses techniques derrière. Et le challenge que nous avions eu, c'était de voir comment représenter tout ça dans une interface de manière plus simple pour que les end-users puissent répondre à ça. Parce que si l'interface, peu importe la qualité du travail technique qu'il y a derrière, je ne minimise pas ça, parce qu'il y a vraiment beaucoup de boulot. Si après, ça ne peut pas être présenté devant l'utilisateur et que l'utilisateur puisse interagir avec et avoir des insights clés, ça peut être compliqué. Et c'est pour ça qu'on a eu à bosser avec eux. Et je peux dire que chez nous, c'était challengeant parce que c'était un nouveau monde, si je peux dire. Et après, il y a des aspects de géographique, genre la SIG, genre avec montrer des interfaces, comment dire, avec la map, des cartes et tout. Et après, ressortir des éléments, ressortir des insights clés pour que les utilisateurs puissent prendre des bonnes décisions. Ça a été un travail, en tout cas, aussi bien côté dev et côté design.
On a dû travailler de manière étroite vraiment avec les product managers, avec les développeurs pour pouvoir répondre, pour pouvoir donner des interfaces vraiment compréhensibles. Parce qu'il fallait que nous-mêmes, en tant que designers, on puisse comprendre ce qui se passe derrière. Donc, je pense que Tolby, c'est un exemple aussi intéressant de produits basés sur l'IA et qui fonctionnent quand même en Afrique. Et ça, c'est très bien. Yes, yes, yes. Tolby, je pense que c'est une bonne graine, voilà. Donc, et là aussi, c'est important d'y revenir. Donc, voilà, je pense que les gars, on a plus de 9 minutes de plus. Voilà, je pense qu'actuellement, les milliardaires ils sont trop fatigués. Donc, avec la semaine, c'était pas trop. Voilà, c'était pas trop évident, voilà, de les avoir ici, donc en fin de week-end. Donc là aussi, je pense que c'est important de jouer sur le temps. Donc c'est pourquoi on va un peu conclure, voilà, par rapport aux derniers insights. Donc là, ce que j'aimerais juste revenir, c'est par rapport à vos entreprises, par rapport aussi à vos activités. Donc, l'histoire de nous permettre, par exemple, à ceux qui suivent le live, donc de connaître ce que vous faites, donc et aussi comment vous joindre. Donc là, je vais commencer par Serigne Salou. Donc, je vais terminer par Serigne Salou. Donc, je vais commencer par Abdoulaye. Donc, Abdoulaye, c'est Erudu. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler très rapidement de ce que vous faites, c'est Erudu? Et par exemple, une personne qui a besoin de vos types de services, comment elle va vous joindre aussi? Et aussi votre mot de la fin. Merci Bamba. Donc, Erudi, en fait, c'est une entreprise canadienne qui travaille dans tout ce qui est automatisation des processus, notamment dans le domaine des ressources humaines. Donc, on a pas mal de produits. Par exemple, on a eu à développer un produit qui permet au port de Montréal de pouvoir prédire la main-d'œuvre nécessaire, par exemple, pour le débarquement des conteneurs à l'avance, et de pouvoir aussi prédire, en fait, les shifts dont on a besoin pour pouvoir faire le débarquement. On a aussi un produit qui est utilisé dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, qui permet en fait, aux utilisateurs de pouvoir faire la déclaration des accidents de travail via un assistant, de pouvoir après générer des recommandations pour éviter ce genre d'accident-là. Donc, il y a tantôt aussi la plateforme de recrutement dont j'ai parlé tout à l'heure, qui permet un peu d'automatiser tout le processus de recrutement et faciliter ensuite le travail des différents recruteurs. Donc, on travaille pas mal sur tout ce qui est automatisation des processus métiers. Et vous pouvez nous suivre sur LinkedIn à travers notre page Erudi Afrique. Donc, il y a Erudi, il y a aussi Erudi Afrique. Erudi Afrique, en fait, c'est une filiale de Erudi qui a été créée ici en Afrique, particulièrement basée au Sénégal, qui est là au Sénégal depuis à peu près bientôt 2 ans. Donc, vous pouvez nous suivre sur notre page LinkedIn Erudi Afrique et pouvoir, en fait, avoir accès à l'ensemble de nos produits ainsi que ce qu'on fait. En même temps aussi, je suis membre du board de Galsen AI. Donc, Galsen AI, c'est une communauté qui regroupe l'ensemble des passionnés en IA. Donc, je suis membre du lab, je suis le coordinateur du lab. Donc, l'objectif du lab, en fait, c'est de pouvoir mettre en place des projets de collecte de données open source, ainsi que de la mise en place, en fait, des projets de mise en place de solutions IA open source. Donc, on a déjà un espace sur Face où on a hébergé déjà l'ensemble des données open source qu'on a eu déjà à collecter ou bien qu'on a eu à répertorier au niveau de l'écosystème, mais aussi des modèles open source qu'on a eu aussi à développer en utilisant ces données-là qui peuvent être aussi utilisées dès à présent par l'écosystème. Donc, je vous remercie déjà de l'opportunité de pouvoir en fait parler de l'intelligence artificielle et j'espère qu'en fait on aura d'autres occasions aussi de pouvoir parler de ce domaine qui est transversal et qui est Yes. Donc, ça sera un plaisir, hein? Ça sera un plaisir de pouvoir nouer voilà, ces partenariats, soit avec Galsen ou Erudu, donc de faire des webinaires donc, en coproduction. Donc, ça sera un plaisir pour nous de le faire. Donc, salut nous aussi, voilà, Balkissa et toute la team Erudu aussi. Voilà. Et je vais rebondir avec Dahaba. Donc, Dahaba chez Camille, qu'est-ce que vous faites là-bas? Voilà, comment vous gérez les milliards? Voilà, est-ce que vous pouvez parler de ce que. Moi, j'aime beaucoup les milliards, quoi. D'accord, moi aussi, je vais bien voir les milliards. Ok, donc du coup, Camille, c'est une boîte de design. Design UX, genre de produits aussi bien dans la partie expérience utilisateur et interface utilisateur.
Donc, en tout cas, on a démarré Camille d'après plusieurs demandes, si je peux dire, parce qu'on a remarqué qu'il y avait pas mal de besoins. Et surtout, dans la partie, pour plusieurs entreprises, ils avaient ce besoin-là, mais il n'y avait pas assez de designers pour pouvoir répondre à leurs besoins, en tout cas en design. Du coup, notre objectif, en gros, c'est de pouvoir aider les entreprises, les startups africaines, commençons bien sûr par le Sénégal, à créer des produits qui ont un standard international. Et ça, on veut bien mettre ça en avant, un standard international, mais qui répond aux besoins et à la réalité africaine ou à la réalité de leurs utilisateurs. Donc, c'est ça notre objectif réellement. Et pour cela, on va dans deux phases. On va dans la partie formation. Il y a pas mal de jeunes qui sont intéressés par le design et autres. Donc, on a des sessions, en tout cas, de formation par batch où on forme des jeunes qui sont intéressés. Et après la formation, une fois qu'on découvre où certains veulent continuer, évoluer, en tout cas, dans ce métier-là, on les place dans des startups ou dans certaines entreprises, en tout cas, qui recherchent des designers. Et en tout cas, on promet à ces entreprises, à ces startups que ce sont des personnes qui sont formées par nous, par des experts aussi, parce que je suis cofondateur, il y a aussi mon fondateur Djibril Ndiaye aussi, qui n'est pas avec nous ici, mais qui fait partie de l'équipe. Et on forme ces designers sur les dernières fonctionnalités, sur les derniers outils, mais surtout sur le process, en tout cas, du design. Et on les place dans ces entreprises-là. Et derrière, ils ont un accompagnement de manière globale avec nous les seniors, que ce soit pour des besoins de recherche utilisateur, pour des besoins juste pour pouvoir valider des éléments, valider des concepts et tout. Donc, on leur met pas juste le designer sur place, mais on les accompagne aussi. Et derrière aussi, on fait tout ce qui est... Si vous avez des produits, vous avez des idées de produits, on vous accompagne dans la conception du produit, dans la partie design, dans la partie recherche, de la partie recherche à la partie prototypage. Et ensuite, bien sûr, collaborer avec des grandes boîtes comme Tech Afrique pour la partie développement. Donc, il y a une grande synergie en tout cas. Du coup, c'est un peu ça qu'on fait chez Camille. Donc, vous pouvez nous trouver sur LinkedIn, c'est Camille Design. Et le site, c'est Camille, notre site, c'est camille.design. On est ouvert. Et si vous voulez apprendre, bien sûr, on est ouvert, écrivez-nous et on va discuter ensemble. Super, super. Je pense que c'est vraiment intéressant ce que vous faites chez Camille. Donc, on va mettre aussi les liens des différentes plateformes voilà, dans les commentaires. Donc, merci aussi à Dahaba pour la disponibilité. Je pense que, comme vous l'avez tantôt dit, on va nouer beaucoup de synergies donc, avec Camille et Tech Afrique, ainsi qu'à Erudui et Galsenia. Donc, ça aussi, c'est la force qu'on peut faire beaucoup de choses. Et j'espère que voilà, dans les prochains jours, on va essayer de faire ça. Donc, je vais terminer avec Serine Saliou, donc avec Tech Afrique. Donc, pour nous parler un peu, Serine Saliou, qu'est-ce que vous faites chez Tech Afrique et de manière générale, et aussi quels sont les services que vous délivrez et comment vous joindre aussi voilà, pour travailler avec vous aussi. D'accord, merci. Bon, très rapidement, avant de présenter Tech Afrique, je tiens tout d'abord encore une fois à remercier mes co-présentateurs qui sont mes seniors d'Ahaba. Les gars disent qu'il y a des masters ici. Ce sont mes masters, je ne devrais même pas être dans le même plateau qu'eux. Mais voilà, c'est vraiment apprécié et je pense, Bamba, comme tu l'as dit, et comme je pense que c'est le sentiment commun, on aura beaucoup plus de sessions pour parler de choses, pas nécessairement liées à l'IA, mais juste parler des défis liés à l'adoption de la technologie, liés à la digitalisation, etc. Mais aussi remercier tous les gens qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Voilà, c'est vraiment apprécié. Je pense qu'on est tous passionnés de technologie ici. Alors nous à Tech Afrique, ce qu'on fait, voilà, on est une agence de développement logiciel. On accompagne les entrepreneurs et les startups qui souhaitent mettre en place des produits tech innovants. On les accompagne sur tout le process. Tout d'abord sur tout ce qui est UX Research et UI Design en collaboration avec Camille, parce qu'on le sait tous aujourd'hui, c'est c'est important de définir le produit que vous allez développer et de vous assurer que le produit que vous développez il y a vraiment besoin et qu'il va être délivré sous un format très, très, très
disons, facile à utiliser. Donc ça, c'est mon service de recherche UX et de design en collaboration avec Camille. Nous faisons aussi naturellement du prototypage. Donc aujourd'hui, lorsque vous avez, disons, des complexités techniques que vous souhaitez adresser, nous recommandons souvent de faire des proof of concept et de tester tout d'abord votre produit, de faire des MVP, de développer des minimum viable products pour tester le marché, mais aussi de développer, voilà, nous avons aujourd'hui toutes les ressources nécessaires pour développer la solution logicielle de A à Z, que ce soit en termes de designer, de développeur, de l'assurance qualité du déploiement. Donc vraiment, on vous accompagne sur tout le cycle de vie, tout le processus en fait du développement de votre produit, qu'il intègre des fonctionnalités d'intelligence artificielle ou pas. Et voilà, pour nous joindre, vous pouvez aller sur notre site techafrique.com ou sur LinkedIn, vous pouvez trouver notre page TechAfrique. Yes, super. Je pense qu'on a mis tous les liens, voilà, sur les commentaires. Donc, de ceux qui ont besoin des contacts de TechAfrique, de Camille, d'Erudui et de Galsinia, je pense qu'on a mis sur les commentaires. Et voilà, c'était vraiment un plaisir. C'était vraiment un plaisir d'avoir ces masters, comme le dit dans les commentaires. Donc, il y a beaucoup de questions. Donc, on va essayer de poser ça en off. Voilà, donc de permettre aux gens d'avoir les réponses. Donc, il y a beaucoup de questions dans les commentaires. Donc, c'était vraiment un plaisir pour nous de vous avoir dans ce masterclass. Et pour vous dire que, voilà, tous les mois, on va essayer de faire le maximum pour offrir soit un webinaire par mois, donc avec d'autres masters aussi, avec d'autres thèmes. Voilà, donc Salut, quel est votre dernier mot? Qu'est-ce que vous voulez, dernier mot? Encore une fois, juste remercier voilà, tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux et vous encourager à beaucoup plus partager, comme tu l'as dit. Hein, nous avons l'ambition de créer aujourd'hui une communauté active et très forte autour de la technologie. Et nous comptons sur votre participation, sur vos partages pour s'assurer que cette communauté-là aujourd'hui grandisse. Ok, super. Ok, Rawa, vous avez un dernier mot? Oui, déjà, merci encore. Merci pour, en tout cas, l'opportunité de partager. C'est toujours un plaisir. Et surtout aussi, pour moi, je pense que il faut qu'on mette en avant cette collaboration, parce que là, on voit carrément trois aspects qui se réunissent, aussi bien que la partie dev, développement, la partie machine learning, toute la partie, en tout cas, qui a trait avec l'IA et autres. Et, bien sûr, le design. Donc, pour moi, on doit être ouvert à travailler ensemble et pour pouvoir, surtout chez nous, commencer d'abord chez nous et faire en tout cas des produits que les gens aiment. C'est ça. Merci. Tahawa, Abdoulaye, votre dernier mot? Oui, peut-être je vais juste essayer de répondre à une dernière question qui a été posée par Abdoulaye Diagne, qui consiste en fait à comment est-ce que les jeunes ingénieurs ou les apprenants peuvent éviter de tomber dans le piège de la dépendance excessive de l'IA. Donc, moi, je pense que le plus important, c'est en fait d'avoir une maîtrise des bases fondamentales de son domaine. Par exemple, aujourd'hui, moi, qui ai l'habitude de travailler dans le domaine de l'IA, quand j'étais utilisé de l'IA, par exemple, c'est pour optimiser en fait mon travail. Donc, et les résultats que je vais avoir, je pourrais les interpréter parce qu'en fait, j'ai une maîtrise fondamentale de comment ça marche, comment en fait je dois interpréter les résultats, etc. Mais si c'est quelqu'un, par exemple, qui n'a pas une bonne maîtrise fondamentale des bases de son domaine, il pourra en fait utiliser tout ce que lui génère, par exemple, le modèle, sans, par exemple, avoir une pensée critique, sans essayer de comprendre en fait pourquoi le modèle m'a proposé ça, pourquoi en fait, quel est le travail derrière qui a été fait pour que je puisse avoir ces résultats-là. Et ça ne va pas beaucoup m'aider sur le long terme parce que je vais être, comme l'a dit, on va avoir une dépendance excessive. Je ne vais pas en fait développer une pensée critique ou bien une pensée de pouvoir en fait modéliser, de pouvoir idéaliser en fait des problématiques bien données. Donc on doit avoir l'IA comme un outil de support, pas comme un outil qui va prendre toutes les décisions dont on a besoin, mais plus un outil de support qui va nous aider à être beaucoup plus efficient dans nos tâches quotidiennes ainsi que dans nos domaines dans lesquels on travaille. Donc, je pour remercier aussi tout le monde. Donc, et on espère qu'on aura l'opportunité aussi d'avoir ce genre de panel où
voilà, les discussions vraiment très enrichissantes dans les domaines diversifiés. Merci à tous. Merci, hein, merci vraiment Abdoulaye, merci à Dahaba, merci aussi à Serigne Saliou et à tous les internautes voilà, qui nous suivaient sur nos différentes plateformes, que ce soit LinkedIn, Twitter et les autres. Voilà, nous vous rappelons que aussi le replay sera disponible, donc et on va aussi partager dans tous les canaux. Donc, néanmoins, on vous souhaite voilà, un très bon week-end et on vous souhaite aussi une très bonne soirée à vous tous. Donc, merci et à la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.